À cette table ronde, Lionel Nicolo de l'INES, Jean-Marie Nougaret, Giordano Énergie, Awa-Marie Lamotte, ACT, Alain Mesdag, de la direction régionale de l'ADEME, et Glenn Keruel, région Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Enchanté à vous tous. On va commencer avec Jean-Marie pour faire un tour d'horizon un petit peu de la technologie solaire et des fondamentaux. Là, on est vraiment avec vous dans les fondamentaux. Oui, bonjour à tous. Tout ça. Bon, on m'a demandé d'être extrêmement léger, de ne pas rentrer dans la technique et de balayer un petit peu les fondamentaux de cette technologie, de cette technique vertueuse qui nous amène à tous la chance de bénéficier d'une énergie gratuite, renouvelable, propre, pacifiste. Donc, il faut le dire, c'est une énergie de paix, le solaire. Oui, c'est une énergie de paix, oui. Ouais. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Absolument. Et bon, on ne va pas aller plus loin. Mais donc, j'ai une toute petite présentation sur les éléments clés, sur un contextuel de ce que peut être une installation solaire thermique, sans rentrer dans les détails. Il manquera toujours quelque chose pour quelqu'un, mais j'espère qu'on peut donner des pistes pour approfondir après pour ceux que ça intéresserait. Voilà. Ok, donc une petite présentation. Moi, je suis responsable de la prescription de l'entreprise Giordano Air Energy, qui est une jeune entreprise, mais qui se base sur des racines profondes dans le domaine du solaire thermique, de l'énergie solaire en général et de sa valorisation. On est situé à Aubagne et dans les Bouches-du-Rhône. On intervient un petit peu aux quatre coins de l'Hexagone, comme on dit, mais pas que, mais également dans nos territoires d'outre-mer, également à l'export, dans des contrées qui sont bien loin de chez nous, mais avec la volonté de pouvoir faire bénéficier de nos produits, de leurs performances et de leurs prestations, en termes de production d'eau chaude notamment. On peut parler d'entreprise pionnière. C'est vrai, on peut le dire, et d'ailleurs le fondateur est dans la salle, il est là, donc c'est un plaisir. J'espère que je ne vais pas trop dire de bêtises. Ok, bon, c'est fondamentaux. Il y a un petit panorama à faire. On le sait, j'enfonce des portes ouvertes pour tous les spécialistes, mais pour les béotiens, on est dans un contexte d'une énergie qui n'est pas disponible tout le temps et qui est en quantité variable. Ceci dit, cette quantité variable, elle est connue, elle est cartographiée, elle est moyennée. Et si on dit qu'il y a des étés pourris, ou il y a des 14 juillet pourris, où le feu d'artifice n'a pas pu être tiré, des mois de juillet complètement pourris, il n'y en a pas beaucoup. Des étés pourris, il y en a encore moins. Et des années pourries, il y en a encore moins. Donc la réalité des moyennes météo, elle est là pour nous montrer qu'on peut quand même se baser sur des chiffres en termes de ressources d'énergie solaire. Donc cette ressource qui est importante et qui est variable, on sait quand même la quantifier, et les concepteurs, les designers, ils vont en tenir compte. Donc ils vont en tenir compte pour leur conception. Ils vont évidemment ensuite devoir impliquer des acteurs compétents, parce qu'il ne s'agit pas de dimensionner un système, mais il faut encore le mettre en œuvre. On en a déjà parlé ce matin, on en parle souvent dans nos ateliers. Et puis je voudrais insister sur le suivi des installations, encore une fois, qui permet d'y voir beaucoup plus clair sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a installé le système. Donc je vous ai dit que j'allais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais ça fait du bien des fois de baliser les grands passages obligés. La ressource importante, oui, certes, parce que vous voyez, ça sur cette carte, on a la quantité d'énergie solaire moyenne par mètre carré journalière partout en France. Donc vous voyez qu'on va de 4,2 en gros, enfin de 2,9, 3 à 4,2, donc il n'y a pas une aussi énorme variation que ça du Nord-au-Sud, 1,5 à peu près. Ça, c'est à l'année. Mais ça se complique un petit peu quand on regarde les variations, ces variations-là mensuelles, parce que vous voyez, ça, ce sont les mêmes chiffres pour le mois de juillet. Donc dans les mois de juillet, on va de 4,5 kWh par mètre carré à plus de 7 kWh par mètre carré et par jour. Alors là, on parle d'une surface horizontale. Donc après, évidemment, si on incline le plan de captation, on va affecter cette valeur-là d'un certain coefficient
en fonction de l'utilisation. Mais quand on regarde la valeur de décembre, donc retenez de l'ordre de 3 en moyenne pour toute l'année. Là, on n'est plus qu'à 1 ou 1,2, 1,5 pour le mois de décembre. Donc le concepteur, il fait face à ça, il fait face à l'intermittence de la ressource à l'échelle de l'année, comme on vient de voir là, mais aussi à l'échelle des heures de la journée, puisque on fait pas peu de capteurs solaires thermiques avec des suiveurs. Ça existe pour le PV, on peut récupérer 15 à 20% de plus, peut-être 30, mais sur du thermique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, dans cette phase de conception, elle va commencer par la base, qui est d'évaluer le besoin. Et pour évaluer le besoin, pour pouvoir mettre en face une installation bien adaptée, il y a plusieurs moyens. Et c'est vraiment, si on l'a mis en premier, c'est que de là dépend une logique. C'est-à-dire que si on évalue mal le besoin, on ne fait pas une installation adaptée. On fait une installation qui soit surdimensionnée, soit sous-dimensionnée. Si elle est surdimensionnée, elle va avoir une productivité qui ne va pas être terrible. C'est-à-dire que chaque mètre carré de capteur va être mal employé parce qu'à trop haute température, voire arrêté. Si elle est sous-dimensionnée, il va y avoir des coûts fixes d'installation qui vont être là à dépenser par le maître d'ouvrage, mais qui ne vont pas engendrer des économies importantes. Donc évaluer le besoin, c'est très important, c'est très classique, et ça part de là. Donc on a coutume de dire que la meilleure des solutions, c'est de faire de la mesure préalable sur les établissements, de mesurer. On n'est pas à quelques mois près, à quelques semaines près, d'évaluer les consommations. Un petit compteur. Les opérateurs s'y sont pas trompés. On retrouve ça dans les cahiers des charges des ingénieries qualifiées. Mesure préalable. Tout simplement, combien de volume d'eau chaude. Si on arrive à avoir des profils de consommation, c'est encore mieux. Et puis, on peut aussi s'appuyer sur des ratios. Donc, les outils SOCOL qui sont là, les outils du solaire collectif qui ont le mérite vraiment de rassembler toute une mine d'or de ressources pour les concepteurs, proposent des ratios qui permettent d'approcher cette valeur du besoin énergétique. Ensuite, il va falloir choisir une technologie adaptée aux besoins. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs types de capteurs, plusieurs types de circuits primaires, plusieurs types de stockage. J'en passe et des meilleurs. Je ne vous ai pas mis la typologie de l'appoint, la régulation, etc. Mais tout ça, il va falloir le définir pour ne pas se tromper. Donc, les types de capteurs, on en a toute une série et qui sont chacun adaptés à des besoins ou à des familles de besoins, souvent qu'on peut discerner en termes de niveau de température, qui sont bien distincts. Si on veut faire de l'eau à 30 degrés, et ce uniquement pendant l'été, des capteurs non vitrés sont parfaitement adaptés. Ils sont ultra pertinents et ultra performants. Ce qu'on appelle les moquettes aussi. Voilà, exactement, c'est ça. Ce sont des capteurs sans vitrage qu'on va poser sans souci d'inclinaison pour optimiser les apports, parce qu'on est en période estivale, donc en les posant à plat, on aura quand même une bonne récupération d'énergie. Alors il en existe des plus rigides pour les installations en toiture, mais sinon, posés au sol, comme on voit sur la photo du haut, c'est pas mal. Ensuite, on peut utiliser, si on est à des niveaux de température un petit peu plus hauts, des capteurs plans vitrés qui, par leur isolation et leur effet de serre, sont capables d'avoir des bons rendements, c'est-à-dire un bon ratio de conversion d'énergie solaire en chaleur, même avec des écarts de température entre l'eau qu'ils produisent, la chaleur qu'ils produisent et le milieu extérieur, qui peuvent être conséquents, de l'ordre de 30, 40 ou 50 degrés. On fait de l'eau chaude à 40 quand dehors il fait 0 ou moins 5. Et puis des capteurs sous vide avec des technologies qui peuvent être très sensibles. Attention, là, on aurait pu mettre un point d'exclamation ou attention, il y a à boire et à manger dans ces capteurs-là. Mais la théorie, et certains de ces capteurs sont de qualité, d'autres le sont moins, montrent que leur isolation par un espace évacué entre ce qu'on va appeler le vitrage, le milieu extérieur et l'absorbeur, permet de limiter de façon conséquente les pertes de ces capteurs, donc finalement d'augmenter la quantité d'énergie utile, donc leur rendement, et ce dans des conditions un peu plus difficiles que les autres capteurs. Ensuite, il va falloir trouver un circuit primaire. Là déjà, on
on a un terme qui peut-être mériterait d'être expliqué si on est en pleine vulgarisation et qu'on a des interlocuteurs qui ne savent pas. C'est quoi un circuit primaire? C'est le circuit de fluide qui passe dans les capteurs, qui va récupérer la chaleur sur ce générateur, qui va l'amener là où on veut la stocker. Donc ces circuits primaires, le plus simple d'entre eux, c'est le thermosiphon. Le thermosiphon, c'est le principe d'utilisation d'une circulation naturelle par différence de densité. Là, vous voyez deux éléments sur cette photo. Il y a un ballon, il y a un stockage là-haut d'eau chaude, et puis en dessous, il y a des capteurs. Ils sont pas mis comme ça par hasard. Le capteur est plus bas que le ballon. Pourquoi? Parce que l'eau s'échauffe dans le capteur, elle devient plus légère et elle monte dans le ballon. Voilà, elle est stockée comme ça. Et ça ne peut que fonctionner dans le bon sens, parce qu'on n'a jamais vu la chaleur redescendre. Donc ça s'arrête tout seul la nuit. Il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de pièce en mouvement. Si on voulait prendre une image thermodynamique, il y a un COP infini, ou presque, parce que vous n'avez pas d'énergie d'entraînement pour un résultat net quantifiable à la sortie du ballon. Donc chaque fois qu'on peut, ces systèmes-là sont préconisés, mais ils ont d'autres contraintes. On voit la question de la structure. On ne peut pas mettre un stockage sur un toit partout. La question de l'isolation thermique aussi. Donc ces matériels sont beaucoup utilisés dans des climats plutôt cléments en termes de température extérieure. Il n'aime pas le gel, pour tout dire. Alors, il pourrait être muni d'un échangeur de chaleur avec un circuit primaire dans les capteurs avec de l'antigel, mais effectivement, le stockage, isolé, certes, est quand même à l'extérieur. Voilà. Alors, on a deux manières d'animer ce circuit, ou trois, avec le thermosiphon, entre le captage et le stockage. On était en thermosiphon, et puis par opposition, on va parler d'une circulation forcée. Forcée, ça veut dire qu'il va y avoir une pompe. Est-ce qu'il y a un pointeur là sur le petit bouton rouge au milieu, entre les deux flèches. Bouton rouge au milieu, voilà, super. Vous voyez, ça c'est le symbole, c'est du schéma hydraulique d'un circulateur, en tout cas d'un élément qui donne de la pression dans le circuit, qui fait circuler. Et donc à ce moment-là, le capteur peut être à n'importe quel endroit par rapport au stockage, bien sûr. On n'a pas de question de différence de niveau. Donc ça, c'est le schéma général. Une circulation forcée et régulée, c'est 90% des installations, ou 95% ou 100% même en France métropolitaine. Et donc là, on a un circuit qui est dit en pression parce qu'il est plein en permanence d'un liquide qui est légèrement pressurisé. Il est légèrement en pression pour pouvoir évacuer les bulles d'air au point haut, pour être sûr quand on le remplit, qu'il n'y a que du liquide dedans. Voilà. Et par opposition à ça, on peut trouver un circuit qui est également en circulation forcée et régulée, mais qui est dit auto-vidangeable, donc avec une logique de fonctionnement en auto-vidange. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez sur ce schéma, j'ai un petit élément qui est là, qui est une bouteille de récupération et qui fait que quand la pompe qui est ici s'arrête là, sous l'ordre du régulateur, eh bien la totalité du liquide qui est dans les capteurs retourne dans cette bouteille qui est placée dans une zone protégée du bâtiment. Donc en fait, le capteur à l'arrêt est vide, ou plutôt il est plein d'air. Ce qui présente un avantage certain, parce que vous avez vu l'intermittence de la ressource, intermittence de la demande, il peut très bien y avoir des moments où on est en plein soleil et où le besoin est satisfait. Et donc le régulateur, en bon soldat, il va arrêter le circulateur en disant stop, mon ballon est chaud. Donc à ce moment-là, on va arrêter le système. Si le circuit est en pression, comme on a vu précédemment, sur le schéma précédent là, eh bien il va falloir mettre en œuvre toute une série de dispositifs un peu plus complexes, un peu plus techniques, un peu plus coûteux, pour que cet arrêt en plein soleil n'entraîne pas de désordre hydraulique. Puisqu'on a quand même des systèmes qui peuvent monter bien au-delà des 100 degrés en stagnation. Donc il faut que le fluide, le circuit, soit capable d'encaisser ces variations de température et de pression. Alors c'est pas le cas, effectivement, avec le circuit auto-vidangeable où le capteur et tous ces éléments qui sont à l'extérieur et soumis à l'ensoleillement sont des éléments métalliques. Il n'y a pas de joint, il n'y a pas de produit de synthèse, il n'y a plus de liquide dans le capteur, donc il n'y a pas de question de vaporisation ou quoi que ce soit. Et on récupère tout dans cette bouteille de vidange là. Et ensuite, lorsque le régulateur l'ordonne, on redémarre le circuit et ça repart.
tout simplement. Alors ça, vous direz, c'est la panacée, il faut faire que ça, c'est super, mais c'est pas faisable tout le temps, parce que d'un point de vue topographique, pour que ça se vidange bien, il faut que ça descende. Il faut pas qu'il y ait de contrepente, il faut pas qu'il y ait de points bas. Donc, si le capteur est à l'aplomb de la bouteille, tout va bien, mais s'il est à des dizaines de mètres plus loin, la question de la pente des canalisations devient prégnante et souvent ça induit une non-faisabilité pour ces systèmes qui, par ailleurs, a beaucoup d'avantages. Voilà. Donc ensuite, le concepteur, il se heurte à des tas de choix. Vous voyez, dans les familles identifiées par des pavés verts, là, typologie du stockage, typologie d'échangeur, typologie d'appoint, il va devoir faire des choix. Là aussi, ces choix vont être guidés et vont se faire parmi des techniques différentes. Par exemple, si on regarde le stockage, on peut stocker directement, quand on produit de l'eau chaude, la chaleur solaire dans l'eau sanitaire elle-même. Donc c'est le schéma le plus simple, comme n'importe quel chauffe-eau d'accumulation. Mais on peut aussi, si l'on craint de ne pas maintenir cette température en permanence et qu'on craint de faire face à des risques sanitaires, et depuis 2005, on a un fameux arrêté du 30 novembre qui nous explique des tas de choses pour lutter contre la prévention d'une bactérie qu'on appelle la légionnelle, qui a vu le développement d'une deuxième technique, qui est la technique de l'eau technique, c'est-à-dire qu'on a un médium intermédiaire entre le fluide primaire qui va chercher la chaleur dans les capteurs et l'eau sanitaire. Et la transmission de la chaleur entre cette eau technique qui est réchauffée par le soleil et l'eau sanitaire se fait de manière instantanée, sans aucun stockage, par un échangeur à plaques qui, lui, va devoir être dimensionné de façon ad hoc, parce que quand on a des pics de puisage importants, il faut un échangeur qui est capable d'extraire la chaleur du stockage anotechnique de façon instantanée avec une forte efficacité. Donc ça renchérit le système. On va un petit peu accélérer. Allez, j'accélère un petit peu. On pourrait dérouler les choix qui s'imposent sur le choix de l'échangeur. Sur le type d'appoint, où se situe l'appoint dans la chaîne de production d'eau chaude, etc. Donc là, j'ai envie de dire que c'est là que l'affaire se corse pour le concepteur. Donc l'affaire se corse, et là, il faut vraiment qu'il soit bien formé et qu'il sache où aller chercher ses outils. Où c'est qu'il va chercher ces outils? On les a tous rassemblés depuis, j'ai envie de dire, des décennies, les gens qui sont autour de la table ou qui participaient aux ateliers ce matin. Il y a une schémathèque Sokol dont j'ai parlé tout à l'heure. Va détailler tout à l'heure. Il y a une schémathèque dynamique là qui devrait être accessible par le petit lien, mais je crois que ça fonctionne pas, tant pis, qui permet de générer un schéma technique de principe qui va déjà éclairer par rapport au choix qu'on aura fait sur les différentes typologies. Ensuite, il y a des logiciels spécialisés dans le domaine public, gratuits, qui permettent d'approcher de près la productivité des installations. Donc, utilisons ces outils, utilisez ces outils, ils sont là, ils existent. Ensuite, le dernier point, ou l'avant-dernier point, les acteurs compétents, la chaîne de valeur, elle est là. On a des bureaux d'études avec des qualifications pour la conception des installations dans le domaine du solaire thermique. On a des installateurs avec des qualifications RGE qui sont là. On a des formations pour les exploitants quand on parle de solaire collectif. On a des carnets de procédures pour bien faire. Donc il faut s'y référer. Sokol est là, merci. Suivre les installations, le dernier point, c'est capital, on l'a dit. J'ai entendu ce matin que beaucoup d'installations étaient équipées, mais que de systèmes suivis, mais qu'on récupère peu de données. Claire Barré fait des appels pour récupérer des données. Suivre des installations, ça peut tout simplement être, regardez, là on a une semaine de suivi sur une installation, un chauffe-eau solaire de 20 mètres carrés, et vous voyez les petits échelons là, l'échelon gris c'est quoi? On le voit, c'est le volume total puisé qui augmente, c'est un compteur d'eau finalement, combien ils ont puisé d'eau. Et les petits échelons vert clair là qui montent aussi, c'est quoi? C'est l'énergie utile qui est extraite du ballon, donc c'est l'énergie solaire qui a été produite. Les petits créneaux verts, c'est les créneaux d'enclenchement du circulateur. Tout simplement, donc on peut voir comment l'installation fonctionne avec ça, d'un point de vue quantitatif, mais aussi d'un point de vue qualitatif, parce qu'on a, à l'échelle de la journée, des
des graphiques qui nous montrent si tout se passe bien, quelles sont les variations de température, quand est-ce que le circulateur s'enclenche. On peut détecter des anomalies. Vous voyez là, moi j'ai annoté ce schéma parce que qu'est-ce qui se passe sur le coup des 11h30 là, on a le circulateur qui s'arrête. Vous voyez le créneau vert là qui descend, et puis la température du capteur, hop là, qui grimpe aux alentours de 160 degrés. C'est une installation auto-vidangeable, donc pas de danger. Par contre, pourquoi est-ce que cette installation s'est arrêtée alors que le ballon n'est pas encore assez chaud? C'était une question de paramétrage de régulateur, et on l'a détecté les premiers jours du fonctionnement de l'installation grâce à ces systèmes. Donc, le suivi, c'est indispensable. Je le répète encore une fois. Voilà. Merci de votre attention. J'ai peut-être un peu dépassé. Ça va un peu, mais on sait tout. Voilà. Merci Jean-Marie Nougaret. C'était vraiment très très complet, exhaustif, et voilà, on n'a plus de solaire, on n'a plus de secret pour nous. On va partir avec vous, Lionel Nicolo. Vous êtes expert solaire thermique pour l'INES, et on va évoquer ensemble les outils Sokol, je crois. Oui, on va continuer la suite de ce qu'a dit Jean-Marie. Oh, il a bien empiété d'ailleurs sur mon sujet, mais c'est pas mal. Donc effectivement, la profession elle a quand même mis en place plein d'outils très très utiles au niveau Sokol, afin d'assurer les performances du solaire thermique. Ce qui est super important, bien sûr, c'est tout ce qui est simplicité, formation, mise en œuvre du suivi. C'est les piliers essentiels pour des installations durables. Donc sur le site solairecollectif.com, on n'aura pas la présentation, mais je vous invite à aller voir le site. Vous allez trouver Vous allez trouver différents sujets, que ce soit au niveau de la conception, au niveau de la réalisation, au niveau du suivi, qui est très important, et ça, pour y être complètement impliqué au niveau de l'INES, on milite depuis des années pour ça. Mais aussi des aides pour monter les dossiers, des aides pour faire des contrats d'exploitation, des aides pour, en gros, éclaircir un peu tous les petits points qui semblent obscurs dans ce milieu pourtant lumineux qu'est le solaire. Vous allez pouvoir aussi trouver beaucoup d'outils, dont certains on a participé au développement, qui permettent de réceptionner des installations. Typiquement, je vous parlais du système de la mise en service statique et dynamique des installations qui permet, au moment de la réception de l'installation, de vérifier que tout le matériel est bien installé. Et puis après, de pouvoir suivre l'installation pendant une durée variable qui va dépendre effectivement de ce qu'il y a besoin pour justifier du bon fonctionnement de cette installation. Donc tout à l'heure, Jean-Marie a parlé des différentes technologies de capteurs. Pareil, vous allez retrouver sur les sites Sokol toute la schémathèque permettant de... Et c'est des schémas qui ont été validés par tous les experts, parce qu'il y a eu beaucoup de choses faites dans le solaire, avec des idées bonnes, moins bonnes, parfois ambitieuses, mais qui technologiquement étaient complexes. L'idée, ça a été de simplifier les schémas et arriver à quelque chose de fonctionnel, efficace, que tous les gens reconnaissent que tout marche bien. Et ça facilite beaucoup aussi l'exploitation. C'est-à-dire que si on fait trop de schémas compliqués, les exploitants, ils sont perdus, quoi. Ils savent plus, il n'y a pas assez de documentation, ça devient trop compliqué. L'idée, c'est de faire simple. La simplicité, c'est souvent synonyme de fiabilité. Et ça, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. On a vu ça, d'ailleurs, lors des visites des installations hier, pour ceux qui étaient là. Au niveau... Un des points essentiels, alors qui n'est pas abordé par Sokol, ça va être la partie formation, si on en parle quand même dans le site Sokol, bien évidemment. Mais, puisque de toute façon, tous ces schémas, ils ont été faits aussi pour la partie formation, c'est vraiment le socle de la qualité des installations, que ce soit au moment de la réalisation, mais aussi sur la suite et la pérennité de ces installations. Ça, j'insiste beaucoup parce qu'on se retrouve souvent avec des professionnels
qui hésitent, qui ne savent pas trop, qui doutent un peu. C'est en train de vraiment changer. On a mis en place des formations type Socol exploitant. Donc ça a été poussé par Enerplan, ça a été poussé par l'INES, par tous les acteurs, pour que les prestataires, on ne retrouve pas les problèmes qu'on a rencontrés il y a certaines années. Ces problèmes, maintenant, ils disparaissent complètement à partir du moment où les gens sont formés. Souvent la formation, elle demande pas grand-chose. Des fois, c'est 2 jours de formation, 3 jours de formation. Et ça suffit déjà à dégrossir beaucoup de choses et surtout à rassurer la personne qui est sur place. On ne peut pas faire des choses quand on ne sait pas. Ce n'est pas de leur faute. Mais les gens sont moteurs pour progresser. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ça. On a aussi un manque de professionnels dans le secteur. On vise quand même des objectifs qu'on a vus ce matin, qui sont quand même ambitieux. Donc l'INES on a inscrit une nouvelle formation au RNCP, donc qui permettent aux gens en reconversion de participer à ce métier, pour former des techniciens de maintenance, enfin de conception, maintenance et suivi des installations solaires. Donc ça, c'est une formation qui démarre en novembre cette année. Donc si vous connaissez du monde qui veut participer à cette formation, il ne faut pas hésiter à y aller. Au niveau des outils, tout à l'heure Jean-Marie disait qu'il y avait des outils pour le dimensionnement, effectivement. Le logiciel Solo qui existe depuis des années, qui actuellement était remis à jour. On a participé, on est en train de finaliser la mise à jour de Solo, qui est le logiciel qui permet de donner les performances des installations solaires, enfin surtout au niveau des chauffe-eau. De la même manière, on est en train de finaliser la mise à jour de Casque. Le Casque, c'est un logiciel de dimensionnement pour les installations en système solaire combiné, qui fonctionnera aussi pour le collectif. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, on a beaucoup parlé du suivi de l'INES. Ouais. Comment c'est commercialisé? Alors au niveau du suivi, effectivement, le but c'est pas. Alors le but nous à l'INES, c'est de faire un produit qui soit le moins cher possible pour que le plus de personnes suivent leurs installations. Ouais. L'idée, ça n'a pas été de faire un suivi très complexe. Ça va souvent, c'est avec un seul compteur de sonde, on arrive déjà à avoir énormément de choses et analyser beaucoup de choses et un peu d'intelligence dans la partie logicielle derrière. Mais je dirais que c'est pas un surcoût et c'est pour ça que j'invite tous les industriels à la mise en service de leurs installations et même pour le particulier à installer ne serait-ce qu'un petit compteur d'énergie sur leurs installations. Comme le disait Claire ce matin, c'est quand même pas grand-chose. Dans le reste, dans le solaire photovoltaïque ou dans d'autres secteurs, tout le monde a un retour de savoir si son installation fonctionne. Sur son portable, oui. Voilà. Ça serait vraiment pas grand-chose à faire et je pense que ça rassurerait les gens, bien qu'on sache que les depuis installations... des années, il faut le mettre en place, c'est ça? C'est rien du tout à mettre en place. C'est rien du tout, ouais. C'est pas grand-chose à mettre en place. C'est juste une volonté de se dire, on met quelques euros de plus sur l'installation. Mais ça permet par contre de fiabiliser énormément les installations. Le problème du solaire thermique, c'est que on a toujours de l'eau chaude parce que l'appoint masque la défaillance. Fournit toujours. Donc les gens ne se plaignent pas, ils ont toujours de l'eau chaude, mais ils ne se rendent pas compte que leur système ne fonctionne pas. Et ça... ils s'en rendent compte quand ils reçoivent la facture. Donc c'est un peu tard. Donc voilà. Donc l'idée c'est des outils, on en crée et on peut en créer. Et n'hésitez pas à contacter l'INES ou Enerplan pour si vous avez besoin de support. Il y en a une question depuis Socol. On a noté une fiabilisation des systèmes, des dispositifs. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme dans le sens où tous les schémas un peu exotiques, dangereux ou exotiques, ont été ne répondent plus aux aides. Donc du coup, ils ont disparu. Là, les seuls trucs qu'on a eu maintenant, c'est justement le manque de suivi qui font que le vieillissement ou normal des installations n'est pas pris en compte et c'est ça qui peut poser problème. Ou la mise en œuvre, des fois. Alors que si on met un suivi, comme le dit Jean-Marie tout à l'heure,
Et ben, dans les 2 premiers jours, on sait tout de suite si l'installation elle fonctionne bien ou pas. Ça prend. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Donc on sait tout de suite, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Lionel Nicolo. Merci. De rien. On va enchaîner avec vous. Un mot, peut-être? Non, j'invite tout le monde, en tout cas ceux qui ont regardé ce support. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur des créations de projets, ou si vous avez encore des questions, là on n'a pas pu mettre mon support, c'est pas grave. On l'enverra. On le mettra dans la vidéo. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous aider. Il y a des belles réalisations à faire. Le potentiel est, on le sait, énorme. Donc, vive le solaire. Hein. Ok, vive le solaire. Belle conclusion. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. On passe à vous, Awa-Marie Lamotte. Vous êtes chargée de mission efficacité énergétique chez ACT. On va évoquer l'élaboration du cahier des charges aux collectivités. C'est ça que vous avez développé? Je vous laisse la parole. Non, il faut appuyer sur le petit bouton. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Parfait. On vous entend. Merci. Moi, c'est Awa-Marie Lamotte. Bon, je vais dire juste Awa, ce sera plus rapide. Je suis chargée de mission en efficacité énergétique du programme ACTE. Donc, ACTE, c'est un programme qui vise à accompagner et à financer des projets d'efficacité énergétique pour les bâtiments publics. Là, dernièrement, on travaille aussi sur d'autres thématiques telles que l'éclairage public, la sobriété énergétique et depuis plus d'1 an, nous travaillons sur la décarbonation des modes de chauffage. Donc dans ce cadre, on a travaillé avec l'ADEME sur la rédaction sur l'élaboration et la rédaction d'un cahier des charges type dédié à une étude d'opportunité de décarbonation des modes de chauffage pour les bâtiments publics. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste rappeler la différence entre une étude d'opportunité et une étude de faisabilité. Donc l'étude d'opportunité, elle étudiera plusieurs sources d'énergie renouvelables possibles et pertinentes pour décarboner le chauffage. Elle permet du coup d'avoir une vision transverse des différentes sources d'énergie, une évaluation générale de la pertinence du projet et la finalité, c'est d'identifier la solution la plus pertinente pour décider la solution la plus pertinente dans la décarbonation. Ensuite, on a l'étude de faisabilité qui suit l'étude d'opportunité. Donc là, dès qu'on aura identifié la solution d'énergie la plus pertinente, on pourra réaliser une étude de faisabilité qui sera, je dirais, beaucoup plus technique et beaucoup plus affine dans l'analyse. On aura un dimensionnement précis du futur système et études complémentaires, réglementaires, également économiques. Voilà. Alors. Vous allez vous appuyer sur ENR Choix, j'imagine? Oui. Alors, avec l'ADEME, oui, ils sont partis également sur ENR Choix. Nous, on est, je dirais, sur une étude beaucoup plus, je dirais, généraliste, où toutes les sources d'énergie sont, je dirais, mises au même pied d'égalité. Mais bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir, si possible, combiner différentes sources d'énergie adéquates au projet. Donc, comme je vous disais, l'objectif et l'utilité de ce cahier des charges, c'est que tout d'abord, ce sera un outil d'aide à la décision, à la collectivité. Elle permettra également à la collectivité de faciliter son choix de prestataires qualifiés, car dans le cahier des charges, il y aura des qualifications qui seront requises pour le prestataire, le bureau d'études qui fera cette prestation. Ensuite, on aura une prise en compte de l'efficacité énergétique en amont de cette étude de décarbonation. Et en dernier lieu, ce cahier des charges d'études d'opportunité sera
sera, je dirais, une brique dans l'accélération de la transition énergétique des collectivités. Et aussi, elle permettra en parallèle de favoriser la résilience des territoires et un mix énergétique beaucoup plus diversifié. Je passe. Ok. Donc globalement, malheureusement, mon PowerPoint, je ne peux pas le projeter, mais c'est pas grave, vous l'aurez. Il vous sera envoyé par mail par Enerplan. Par Enerplan. Voilà. Donc, l'étude d'opportunité, elle va suivre un cheminement structuré, je dirais, pour guider pas à pas la collectivité dans l'évaluation des scénarios de décarbonation. Donc, globalement, on est sur une étude d'opportunité qui se fera sur 4 phases. On aura une première phase de profil énergétique de l'existant. Donc l'idée, c'est que le prestataire et le maître d'ouvrage travaillent en parfaite collaboration, tout d'abord dans l'état des lieux. Donc il y aura une phase d'état des lieux où le prestataire identifiera, recensera également les installations techniques du site. On aura aussi les contrats de fourniture, l'estimation des besoins thermiques, la qualité des installations et des équipements, ainsi que leur conformité réglementaire. Ensuite, on aura une seconde phase avec les scénarios de rénovation énergétique des bâtiments. Donc, dans cette partie-là, l'idée, c'est que le maître d'ouvrage puisse anticiper avant son étude de décarbonation les différents scénarios liés à la rénovation énergétique en prenant en compte le confort d'été, la qualité de l'air intérieur, un gain, je dirais, minimum de 60% d'économie d'énergie. Et ensuite, on passe à la phase 3 liée à l'étude de décarbonation des modes de chauffage. Donc, les différentes sources d'énergie qui vont être prises en compte dans cette étude seront la géothermie, la biomasse, le réseau de chaleur urbain, le solaire thermique et également le gaz naturel renouvelable et l'aérothermie. Ensuite, donc pour choisir l'énergie adaptée, il y aura une étude technique, économique et environnementale qui sera faite sur les différentes sources d'énergie. Et ensuite, s'en suivra une étude comparative de ces solutions pour pouvoir définir le scénario le plus adapté. Et on terminera par la suite par une réunion de clôture entre le prestataire, le maître d'ouvrage, avec une présentation de ce type, et un livrable bien complet qui permettra à cette collectivité de pouvoir choisir la source d'énergie la plus optimale et la plus pertinente dans son projet de décarbonation. Ou les sources d'énergie, j'imagine ça peut être une hybridation aussi. Oui, ça peut être effectivement une hybridation. Donc on peut partir sur du solaire thermique et du réseau de chaleur urbain. Donc c'est vraiment au prestataire de choisir le plus efficient et pas forcément de rester sur, je dirais, la volonté de la collectivité à choisir de la biomasse, sachant que ce n'est pas la solution la plus intéressante pour elle. Voilà. Donc notre cahier des charges, il a été publié en début d'année 2025. Il est accessible sur notre site Acté. Donc je l'ai intégré dans notre PowerPoint. Actuellement, c'est un cahier des charges qui est utilisé par des lauréats Acté dans le cadre de leurs études de décarbonation de chauffage. Moi, j'invite, je dirais, toute personne qui travaille avec des collectivités de l'utiliser. Pourquoi ? Parce que ça a été un travail, je dirais, collaboratif avec l'ADEME. Ensuite, on a eu des lauréats Acté, enfin des collectivités qui l'ont relu et qui ont du coup rajouté des apports qui sont liés aux propres besoins des collectivités territoriales.
Et on a également des bureaux d'études, des filières techniques qui ont travaillé dessus. Donc c'est un cahier des charges, je dirais, qui est facile d'utilisation, donc qui fait en même temps cahier des charges et guide. Donc il y a des parties informatives et il y a des blocs que le maître d'ouvrage, enfin je dirais l'économe de flux ou l'agent technique peut adapter directement à son besoin. Voilà. C'est un merveilleux outil de sensibilisation, j'imagine. Pardon ? C'est un merveilleux outil de sensibilisation. Sensibilisation, oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière, oui, parce qu'en effet, ça permet à un économe de flux de découvrir le sujet de la décarbonation, tout en puissant également travailler en collaboration avec des bureaux d'études. Donc oui, je dirais que c'est de la sensibilisation, vu que c'est le pilote de la transition énergétique des collectivités. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Awa. C'est moi. Merci, on peut l'applaudir. Merci. Alain Mesdag, chargé de mission transition énergétique à l'ADEME, direction régionale Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes ici chez vous. Merci de nous accueillir. Alors, on va parler de l'accompagnement de l'ADEME, force et faiblesse. On voit ça avec vous tout de suite. Je vous donne la petite zapette. Oui, merci. Voilà. C'est bien vous. Tout d'abord, bonjour. En ce 18 juin, ça ne sera pas pour moi un appel, mais plutôt un rappel. L'appel a été fait déjà ce matin. Tout à fait. Donc, un rappel cet après-midi. Concernant en effet les différents accompagnements de l'ADEME qui font au-delà des soutiens techniques et financiers sur les études, sur les investissements, mais aussi sur les aspects de communication et de formation. Donc tout d'abord, voilà. Tout d'abord donc une liste un petit peu à l'après-vert de ce qui peut être mis en avant en force et faiblesse du solaire thermique. On l'a un petit peu et même très largement évoqué au travers des différentes interventions. Tout d'abord, un gisement important, donc à l'année, qui peut être converti en chaleur solaire à au moins 50%. Une ressource locale par excellence, du soleil on en a un petit peu partout, qui nécessite pas de stockage de combustible et qui est quasi gratuite, sans oublier bien évidemment les aspects consommation électrique des différents équipements et du volet maintenance. La filière est mature, le solaire on en parle depuis de nombreuses années, un faible impact au niveau carbone avec quasiment la totalité des matériaux utilisés pour des installations solaires qui sont recyclables. De nombreuses applications qui vont du chauffe-eau solaire individuel à des réseaux de chaleur, à des unités de production de chaleur pour des process industriels. On a quelques opérations en Nouvelle-Aquitaine exemplaires. Des démarches de montage innovants. Là aussi, on a pas mal abordé ce matin les différents dispositifs ou réflexions qui sont en cours, vente de chaleur, location, vote. Le modèle d'affaires, oui. Je pense qu'on n'a pas tout encore exploré. Ça crée de la valeur locale en termes d'emploi, notamment. Et puis, on l'a aussi indiqué ce matin avec des données économiques. C'est une filière qui est très compétitive au regard d'installations de grande taille, puisqu'on est aux alentours de 70 € le mégawattheure. Elle a quelques faiblesses, bien évidemment. Une production variable, mais qui peut être amortie par un stockage, qui soit sous forme de ballon ou de stockage intersaisonnier, donc qui permet de lisser aussi bien dans la journée qu'au niveau des saisons. Une solution technique quand même qui reste encore aujourd'hui d'un coût élevé, fourniture et pause. Et puis une insuffisance. Nous, c'est ce qu'on constate au niveau de la plupart des régions, une insuffisance en termes de prestataires, bureaux d'études, installateurs qualifiés. Sans rentrer trop dans le détail, donc le Fonds Chaleur 2025, il propose plusieurs types d'accompagnement. On a évoqué tout à l'heure les études d'opportunité. Côté ADEME, on les privilégie plutôt sur les dispositifs contrats de chaleur renouvelable territoriaux, les CCRT,
puisqu'au sein de ces structures, ou du moins au sein de ces animations, il y a un petit peu ce travail préalable de pouvoir identifier la solution chaleur renouvelable qui est a priori la plus appropriée pour le cas étudié. Donc, études de dimensionnement, c'est principalement des études de faisabilité, avec un cahier des charges, des prestataires qualifiés, où l'accompagnement ADEME peut aller jusqu'à 70% du coût de l'étude. Il y a tout un dispositif qui concerne les investissements, donc les travaux. Là aussi, sans rentrer trop dans le détail, des dispositifs spécifiques par type d'usage, eau chaude sanitaire, chauffage, pompe à chaleur solaire, et aussi ce dispositif de réhabilitation qui est un peu particulier dans le domaine de la chaleur renouvelable, qui a en effet fait l'objet d'un travail conséquent et d'une considération côté ADEME qu'il y avait nécessité de pouvoir intervenir et d'apporter un accompagnement technique et financier sur la réhabilitation d'installations où en général il n'y a pas grand-chose à faire. Mais le pas grand-chose à faire se fait pas. Donc ce dispositif est donc toujours d'actualité et permet de remettre un petit peu d'équerre et en état de bon fonctionnement ces installations. Il y a des audits qui sont faits, c'est ça Pardon ? Il y a des audits qui sont réalisés ? Oui, tout à fait. Alors, le dispositif, en fait, il accompagne des audits, l'accompagnement de travaux de réhabilitation, et puis aussi la mise en place, si ce n'est pas le cas, de dispositifs de suivi et d'accompagnement, parce que là aussi, le suivi, on en a beaucoup parlé, peut-être trop sur l'aspect technique. Il y a aussi l'humain. Un suivi sans personne. Sans personne derrière. C'est pas sûr qu'il donne tous les résultats escomptés. Donc il faut aussi une data, c'est bien, mais si elle n'est pas exploitée, ça sert à rien. Voilà, il faut au moins une personne qui puisse en effet analyser, critiquer et intervenir ou faire intervenir pour remédier à des anomalies de fonctionnement. Donc l'humain, il ne faut pas l'oublier. Au-delà donc d'une certaine taille d'installation, on a le fameux GIST, l'appel à projet grande installation solaire thermique. Ça concerne des installations de plus de 1500 m², qui sont des installations qui concernent principalement le secteur industriel et les réseaux de chaleur. Et puis des dispositifs un peu particuliers pour le chauffage système solaire combiné et pack solaire au-delà de 250 m². Il y a des critères d'éligibilité. C'est vrai que j'entendais ce matin, il y a des projets qui sont présentés, mais ils ne sont pas validés ou ça prend un certain temps. Il y a un certain nombre, je dirais, d'exigences et de points de vigilance que l'ADEME souhaite, avec l'ensemble des acteurs, mettre en avant. Là aussi, on a, par cliché, évoqué un certain nombre de points. Il y a la notion, en effet, de bien connaître les volumes consommés, la consommation d'eau chaude sanitaire. Quand on peut mesurer, il faut mesurer, parce qu'on peut avoir des profils extrêmement étonnants pour un type de bâtiment. Et le bâtiment d'à côté, qui semble comparable, identique, n'aura pas du tout le même profil. Donc c'est important en effet de mesurer, donc par le biais de campagnes de mesure, d'une instrumentation. Il y a bien évidemment que ces projets-là soient étudiés par des professionnels qualifiés, donc notamment ce qui concerne les bureaux d'études, la qualification RGE 20.14, mais avec toujours une exigence de contrôle. Le 20.14 est une garantie, mais pas la seule. Il faut aussi, là encore, c'est l'humain qui va pouvoir regarder un petit peu le travail mené par le prestataire et peut-être apporter quelques corrections. Les professionnels qui vont mettre en œuvre ces installations, donc on a évoqué les calisols, notamment calisols collectifs, les calisols exploitants. Il y a des exigences en termes de seuil de productivité, l'énergie récupérée par mètre carré, et puis je dirais le respect des schémas hydrauliques. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des conditions d'éligibilité de financement du fonds chaleur, il reprend quasi en totalité le travail qui est mené, qui a été mené, qui continue d'être mené par l'ensemble des professionnels et des acteurs du solaire thermique. Contrat de chaleur renouvelable et territorial, donc c'est vrai qu'on s'appuie énormément à ADEME sur ce dispositif-là et sur le local, donc avec ces animateurs qui sont donc à l'écoute notamment des collectivités. Peut-être avancer la slide. Pardon ? Ah oui, à chaque fois je... Ouais. Pardon, merci. Je vous en prie. Donc en effet, les contrats de chaleur renouvelables territoriaux, donc qui couvrent quasiment la totalité, enfin pour la Nouvelle-Aquitaine, l'ensemble du territoire est couvert. Donc ces animateurs locaux, en effet, ont ce rôle, je dirais, de conseil de proximité
auprès notamment des élus, auprès des collectivités, auprès des petites et moyennes entreprises. Donc c'est en effet important de s'appuyer sur eux. Et comme on l'a évoqué aussi à plusieurs reprises aujourd'hui, on souhaite renforcer la compétence de ces animateurs au travers notamment des dispositifs de formation et notamment sur le solaire thermique. J'en ai quasiment terminé de ma présentation. Il y a des aides aux études, des aides aux travaux, mais il faut aussi bien évidemment renforcer la communication et la formation. On s'appuie énormément sur le réseau Élus pour agir. Donc l'idée, c'est en effet que les élus localement soient les premiers porte-parole de la chaleur renouvelable et en particulier du solaire thermique. Donc régulièrement, on fait participer, on met en place des webinaires notamment, voire des journées techniques sur place sur des opérations de chaleur renouvelable et en particulier sur le solaire thermique. Il y a la formation des professionnels, donc les professionnels, installateurs, exploitants, bureaux d'études, et puis la montée en compétences, ça je l'ai évoqué, des animateurs CCRT. Je pense avoir rien oublié. Voilà, vous avez mes coordonnées encore pour un petit mois parce qu'aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. Dans un mois, je quitterai l'agence pour raisons professionnelles et surtout personnelles. Je serai à la retraite et je tiens à remercier sur toute la longue carrière que j'ai pu mener à l'ADEME l'ensemble des acteurs, aussi bien publics que privés, d'avoir mené activement la mise en place de ces projets chaleur renouvelable. Merci. Merci à vous Alain et on vous souhaite une bonne retraite à venir. Le solaire thermique ne part pas en retraite, lui. On finit cet atelier avec Glenn Keruel. Vous êtes chargé de mission chaleur renouvelable la région Nouvelle-Aquitaine. Complètement. Vous êtes ici chez vous aussi. Merci de nous accueillir aussi. Et on va parler aide financière aux études, réalisation, votre action en région. Comment ça se passe? Complètement. Voilà. Déjà, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants de la journée. On est très content d'avoir autant de qualité d'intervention en nos murs. Et donc merci aussi à Alain avec qui on travaille régulièrement pour son intervention. Moi je vais essayer de faire simple et concis parce qu'on approche déjà sur la fin de la séance plénière. Pour comprendre un petit peu le positionnement de la région, peut-être un tout petit peu de contexte sur notre rôle. La région porte la compétence de développement économique sur le territoire, des industriels, des entreprises. Et en ce sens, on a la volonté, l'ADN d'accompagner l'innovation, la compétitivité. Et réfléchir à accompagner cette compétitivité, ça passe notamment par la performance énergétique, on en a beaucoup parlé, et cette transition énergétique. Donc notre rôle à nous, à la région, si on doit le garder en tête, c'est vraiment d'accompagner toute la filière, tous les acteurs économiques de notre territoire dans cette transition, cette recherche de performance. Et si jamais on reprend le sujet d'aujourd'hui du solaire thermique, c'est de pouvoir accompagner ces nouveaux modèles de production de chaleur renouvelable. Et donc ça va passer essentiellement ici à la région par un accompagnement financier. On a plusieurs leviers qu'on peut mobiliser. Un accompagnement financier pour voir ces projets sortir de terre. Un des principaux leviers, qui est relativement récent, c'est la délégation d'une partie de la gestion du fonds chaleur de l'ADEME, qu'a présenté M. Mesdag juste avant, à la région. Toujours dans cette idée que la région accompagne les industriels de son territoire, les entreprises, les forces productives. L'idée, c'était de pouvoir permettre d'accompagner ces acteurs-là sur cette transition énergétique et la production notamment de solaire renouvelable. Donc la région a récupéré depuis un an une partie de la gestion de ce fonds chaleur. Dans les faits, c'est exactement ce qu'a expliqué Alain. En fait, on va pouvoir intervenir dans la phase études, le financement des études, et je rejoins Alain aussi sur des études de faisabilité. L'idée, c'est d'arriver à financer des faisabilités concrètes de ces projets, et ensuite sur la partie investissement productif, là aussi, venir, grâce à ce fonds chaleur, mobiliser des fonds pour permettre à ces projets de voir le jour. Pour être très clair, vous les financez à deux? C'est-à-dire que vous touchez de l'argent du fonds de chaleur, en fait, et vous financez vous et l'ADEME En fait, il y a une délégation de fonds sur ces acteurs, une délégation de fonds. Donc, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 24 millions d'euros sur
sur 3 ans. L'idée, c'est qu'on devient la force instructrice, le relais. C'est une logique décentralisée, vous êtes au plus près du territoire et c'est vous qui aidez les projets qui se développent. Ça va dans cette idée-là, ouais, de faire une cohérence dans les dispositifs d'accompagnement qui existent, parce qu'on va le voir après, il en existe d'autres qui peuvent aussi être mobilisés au sein de la région. Et l'idée, ça a été de pouvoir faire une cohérence auprès de ces acteurs-là, d'une forme de guichet. Par la région Nouvelle-Aquitaine, des aides qu'on peut apporter sur ces projets de production de chaleur, de transition énergétique, de compétitivité énergétique auprès des industriels et des entreprises. Donc il y a ce fonds chaleur qui est quand même la colonne vertébrale de cette transition et du financement des projets. Néanmoins, il en existe à la région, je pense de manière assez synthétique, mais 2 autres assez importants qu'il faut porter à connaissance. Le premier, c'est vraiment des fonds régionaux, notamment avec le dispositif de compétitivité énergétique des entreprises, où là, on va pouvoir, avec des critères propres à la région, une instruction un peu différente de celle de l'instruction de l'ADEME, accompagner des projets de transition un peu plus globaux. Donc forcément, dedans, on pourra venir financer en complément, de manière un peu hybride, avec le fonds chaleur ou en complément du fonds chaleur, sur d'autres aspects qui sont pas tout le temps couverts par le fonds chaleur, avec peut-être une instruction un peu plus malléable sur les projets des industriels, avec notamment un appel à projet qu'on a à la région, l'appel à projet efficacité énergétique des entreprises, où là on va pouvoir apporter du financement complémentaire, et toujours pareil avec cette même idée de pouvoir financer la phase d'études et la phase d'investissement. Si on parle d'investissement, c'est quand même à peu près 5 millions d'euros d'investissement par an qui peuvent être, qui sont mobilisés, qu'on a comme enveloppe à la région et qu'on souhaite dépenser. Je reviens là-dessus juste en conclusion. Et ensuite, on a aussi des fonds européens, des fonds FEDER, là qui s'adressent plutôt aux collectivités. Et l'idée, c'est de venir là aussi en complément d'une instruction qui sera faite généralement toujours avec le fonds chaleur, comme on le disait, sa colonne vertébrale. Mais c'est de venir en complément pour, on parlait notamment de compétitivité de ces solutions face à d'autres énergies fossiles, on parlait du gaz. C'est l'ADN de ce fonds-là, c'est vraiment de venir en complément pour rendre la solution compétitive au regard de ces autres sources de production d'énergie. Et donc là, c'est une enveloppe de 2021 à 2027 qui s'élève à l'ordre de 80 millions d'euros pour financer les projets. Donc c'est des enveloppes conséquentes. Et donc si je clôture un petit peu, je vais essayer de faire synthétique, notre rôle, il faut vraiment garder en tête que la région c'est son ADN d'accompagner ces projets-là. Parfois, alors je le dis, c'est peut-être évident pour certains, mais ça vaut le coup de le redire, mais il faut parfois faire tomber ce mythe, un peu démystifier l'idée que les fonds publics sont cachés, privés. Nous, on a vraiment la volonté de dépenser ces enveloppes pour voir des projets de qualité, pouvoir les accompagner au maximum de ce qu'on peut pour les rendre compétitifs et promouvoir cette transition. Donc c'est vraiment notre rôle de nous à la région. Transparence. Bien sûr. Ouais, en toute transparence, avec des règles qui sont très claires. Toutes nos conditions, on parlait de conditions d'éligibilité de financement, elles sont très claires sur le fonctionnement du fonds chaleur. C'est les mêmes règles que l'ADEME. Sur l'attribution des subventions régions, FEDER, c'est très contrôlé. FEDER, les régions, les critères de suivi de financement, ils sont aussi très établis. Il y a des éco-socio-conditionnalités aussi dans l'attribution de ces aides, pour aussi pas oublier tous les autres volets sociaux qui peuvent être agglomérés sur ces projets de transition et qui sont très importants. L'inclusion, par exemple. Complètement, et qui sont disponibles sur notre site de la région. Et donc voilà, la région, vraiment son rôle, notre rôle, c'est d'être un accueil, un guichet pour cette transition et pouvoir flécher. Alors on n'est pas les seuls acteurs, l'ADEME est forcément un acteur central dans cette transition. On parlait des CCRT, qui sont qui sont des forces vives du terrain, qui sont très importantes pour pouvoir diffuser, connaître les projets, faire connaître aux porteurs de projets toute l'architecture des aides qui existent. Et donc un des derniers volets, nous de la région, c'est de travailler en cohérence avec ces acteurs et pouvoir travailler à la constitution de journées comme aujourd'hui par exemple. Et on est très heureux de voir autant de compétences et de gens qui se mobilisent pour ces enjeux de transition.
Merci Avec beaucoup, plaisir. Glenn Keruel. Merci. On peut vous applaudir. On a un peu dépassé le timing, mais on peut avoir une ou deux ou trois questions. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions à poser avant d'aller boire un petit café? Pardon? C'est qu'on a dû être clair si les. C'est ça. Vous avez été très clair. On va boire un café? Allez, ben écoutez. Merci, on peut les applaudir encore. Madame, messieurs, merci beaucoup. Et on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour le dernier atelier, les dialogues avec les acteurs de terrain, à partir de 15h30, dans une vingtaine de minutes. Merci à vous. À tout de suite.